ont écrit ce qui allait devenir, 3 ans plus tard, le Federal Reserve Act, c'est-à-dire la loi régissant la réserve fédérale américaine. Mais ça, c'était, comment dirais-je, sur le plan opérationnel, mais il fallait quand même que l'opinion publique, sans être demandeuse, du moins ne s'y oppose pas. Et il s'est donc passé plusieurs choses. Ça a commencé alors en 1906, un certain nombre de grands quotidiens américains qui, pour la plupart, tiraient à plus d'1 million d'exemplaires, ont été rachetés par ces banquiers. En 1907, éclate une crise financière extrêmement importante, puisque plusieurs brokers sont allés au tapis. C'était une crise de liquidité. C'est-à-dire que l'argent s'était raréfié à un moment où les gens en avaient le plus besoin pour faire leurs achats. Et, pour vous donner un ordre de grandeur, la monnaie en circulation par américain était de 400 $ en moyenne en 1906, et en 1907, elle était tombée à 15 $. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas eu d'impression monétaire, on avait réduit tout ça. Bon, à dessein. Et donc, cette crise extrêmement importante se produit. Elle est arrêtée au bout d'une semaine ou d'une dizaine de jours, justement par la JP Morgan, qui en fait en était à l'origine. Et après une campagne de presse qui disait « Les banquiers américains sont tous des voleurs, il nous faut un gendarme, nous avons besoin d'une banque centrale. » Et c'est donc dans cette opération de communication qu'effectivement l'opinion a commencé à basculer, pas d'une manière très franche d'ailleurs, mais vers les banques centrales. Il y a donc ensuite, après la réunion de 1910 des Jekyll, il y a un obstacle extrêmement important, puisque le président à la Maison-Blanche, qui s'appelle Taft, William Taft, n'est pas du tout acquis. Lui, c'est un jeffersonien pur sucre. Il ne veut pas d'une banque centrale. Il sait très bien le danger que ça peut présenter pour le peuple américain, et donc il n'en veut pas. Qu'à ce qu'il tienne, il y a une élection en 1912, il faut gagner l'élection. Or, Taft était extrêmement populaire, son parti, qui était le parti républicain, était majoritaire dans l'opinion, et il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas réélu. Donc les banquiers ont fait deux choses, du moins on pense que c'est eux, ils l'ont fait d'une manière relativement discrète. D'abord, ils ont empêché la réélection de William Taft en lui mettant un concurrent, non pas du même parti, mais ils ont créé un parti concurrent, mais exactement sur la même idéologie. Et à la tête, et le candidat présenté par ce parti n'était autre que Teddy Roosevelt, l'oncle de Franklin Roosevelt. Et évidemment, les suffrages se sont répartis sur les deux, et Taft n'a pas été réélu. Et à sa place, ils avaient sorti de leur chapeau un autre candidat totalement inconnu, qui était d'ailleurs quelqu'un de très bien, professeur d'université à New York, et qui s'appelait Woodrow Wilson. Et Woodrow Wilson a été élu. Et comme ils n'avaient pas entièrement confiance dans Woodrow Wilson, justement parce qu'ils ne connaissaient rien finalement des affaires de la banque et des affaires monétaires, ils l'ont flanqué d'une nounou, un personnage étonnant, qui était connu sous le nom de Colonel House, Mansell House, qui d'ailleurs a écrit un bouquin qui a été très très peu lu, et c'est dommage, je ne l'ai pas trouvé traduit en français, et qui s'appelle Philippe Dru, administrateur, dans lequel il raconte effectivement toute l'histoire, jusqu'à pratiquement avec une anticipation étonnante d'au moins une cinquantaine d'années sur ce qui s'est passé au niveau de la prise de contrôle des États-Unis par la monnaie. Pas au niveau de la prise de contrôle de la monnaie pour les États-Unis. Et donc, le 23 décembre 1913, à 23h30, sans d'ailleurs qu'il y ait eu la moindre majorité au Congrès, la loi
sur la réserve fédérale a été adoptée. Alors, elle n'a pas été adoptée d'une manière très simple, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de recours. Il y a eu un certain nombre de sénateurs, dont Charles Lindbergh, le père de l'aviateur, qui avait eu des mots extrêmement durs en me disant que c'était la pire escroquerie du siècle, qu'un jour les Américains se réveilleraient, dépossédés des biens que leur père avait mis tant de temps à leur transmettre. Enfin, vraiment, c'était pas simple du tout. Bon. Enfin, les choses étant ce qu'elles sont, la réserve fédérale est arrivée sur le marché et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est arrivée à point nommé pour financer la Première Guerre mondiale. Parce que, côté européen, il y avait depuis pratiquement les années de Bismarck, les différents pays s'armaient. Il y avait deux camps qui s'étaient constitués. Il y avait d'un côté la Triple Entente, et puis de l'autre côté la Triple Alliance. Et tous ces pays-là avaient dépensé énormément d'argent pour s'armer, ce qui fait qu'aucun n'avait d'argent pour faire la guerre. Mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas créer de la monnaie à partir de rien comme on voulait, parce que toutes les monnaies de ces pays, en fait, étaient encore gagées sur l'or. Et c'est donc la première semaine de 1914 seulement que l'étalon-or a été abandonné par toutes les monnaies européennes, y compris d'ailleurs par l'Angleterre. Et c'est ça qui a permis donc d'emprunter avec une création monétaire, mais derrière laquelle on trouvait évidemment la banque, la réserve fédérale et la banque d'Angleterre. Et donc c'est cette, comment dirais-je, ce financement possible de la Première Guerre mondiale qui a vraiment là fait basculer l'histoire. Bon, là, depuis pratiquement le milieu du 19e siècle, l'Angleterre était partie à la conquête du monde. Alors, pour la petite histoire, il y a effectivement au niveau de la finance anglaise, il y a une banque qui a dominé toutes les autres, ça a été la banque Rothschild. Alors, la banque Rothschild a fait, Nathan Rothschild avait réussi ce qu'on appelle aujourd'hui un coup de bourse absolument fantastique au lendemain de la bataille de Waterloo. Alors, j'ai vu plusieurs récits sur ce phénomène très particulier, mais tous, en gros, disent la même chose, mais avec quelques variantes. Mais peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté boursier et financier de l'affaire. Nathan Rothschild, c'était qui possédait des réseaux d'informateurs extrêmement puissants, qui s'était d'ailleurs avec les autres banques de ses frères, puisque le patriarche banquier qui s'appelait Mayer Schelbauer, dans les années 1760, entre 1760 et 1780, qui venait donc, lui, son origine c'était orfèvre, mais il s'était transformé en banquier, et il avait 5 fils, et il avait donc mis à l'enseigne de son ancienne maison d'orfèvre, qu'il d'ailleurs partageait avec la famille Schiff, qui aura également un rôle très important à jouer ensuite en tant que banquier. Eh bien, il avait donc mis le bouclier rouge qui correspond aux armes de la ville de Francfort, sur laquelle il avait accolé 5 flèches dorées, symbolisant chacun de ses 5 fils. Et il s'était effectivement réparti les places financières européennes entre les 5. Puisque James avait été à Paris, alors après, moi je ne me rappelle plus les prénoms exacts, mais disons, il y a eu Paris, il y a eu Vienne, il y a eu, partout c'était important, et évidemment l'Angleterre, et ce qui leur avait permis pendant les guerres napoléoniennes de financer les armées des deux côtés. Parce qu'à l'époque, les soldats étaient payés en or, en pièces d'or, mais quand il y avait des fronts comme ça, c'était pas facile
de faire circuler l'or. Et la grande force des Rothschild, c'était qu'ils étaient déjà implantés des deux côtés. Donc les Rothschild d'Angleterre payaient les troupes anglaises, une partie donc, de tous ceux, les Hollandais, etc., tous ceux qui pouvaient payer. Et puis les autres étaient payés soit par la Banque de Paris, la Banque Rothschild de Paris, soit celle de Vienne. Voilà. Et comme ça, évidemment, c'était pas gratuit comme service, on peut s'en douter, et ils avaient fait une fortune considérable. Et donc on arrive le 19 juin 1815, donc le lendemain de la bataille de Waterloo. Apparemment, Nathan Rothschild sait que Napoléon a perdu, mais il est seul à le savoir. Il arrive à la City, il prend son air renfrogné des mauvais jours et il donne ostensiblement à ses agents de change des ordres de vente de tous les emprunts obligataires qu'il détenait sur la Banque d'Angleterre. Et il vend, et il vend, et il vend, et ce qui fait qu'à mi-journée, les emprunts obligataires ont quasiment perdu 95% de leur valeur. Seulement, ce que les gens ne voyaient pas, c'est que Rothschild rachetait en sous-main. Et que, évidemment, quand la nouvelle de la victoire de Wellington est arrivée, la City avait fermé. Donc, tout était enregistré comme tel, et on estime que c'est à peu près la moitié de la fortune d'Angleterre qui a fait, comment dirais-je, qui a été transvasée directement à la Banque Rothschild. Et pour la petite histoire, ces rachats avaient été tellement importants que jamais la Banque d'Angleterre n'a pu avoir les sommes suffisantes pour pouvoir les racheter à Rothschild, qui est donc devenu de fait l'actionnaire principal de la Banque d'Angleterre. Et ça a été très important dans la mesure où ça a ensuite donné à Rothschild une surface extraordinaire, et notamment dans la conquête du monde. Et donc, Rothschild a quand même beaucoup financé les différentes opérations, en particulier, alors, les Anglais avaient une vision assez personnelle pour le plan de conquête. En fait, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était un Commonwealth. Ils ne voulaient pas faire vraiment un empire où ils allaient régner sur les populations. Non, ce qu'ils voulaient, c'était des droits exclusifs de commerce avec pratiquement le monde entier. Et c'était d'ailleurs pas mal parti, puisque à partir juste avant 1900, la Terre était soumise à ce qu'on appelait la Pax Britannica, c'est-à-dire qu'en fait, les Anglais régnaient en maître sur la planète pour tout ce qui concernait les relations économiques, le commerce et voire les opérations militaires. Ils s'étaient simplement passé les dents devant un pays, qui était la Chine. Et la Chine, là, ils n'avaient pas pu prendre pied. Ils avaient des comptoirs. Il y avait Shanghai, il y avait Hong Kong, en Hong Kong 1897, ou 98 d'ailleurs. Mais ils n'avaient pas réussi à aller au-delà. Et donc l'idée ensuite, mais là on parle sur un plan financier, ça a été de transmettre la capacité donc des banques et des banquiers anglais directement aux États-Unis par des succursales, par des banques qui leur seraient associées. Tels par exemple JP Morgan, mais également Rockefeller, et également, disons qu'il y a eu un conglomérat de toutes les fortunes financières, et donc qui également possédait déjà la quasi-totalité de l'industrie américaine. Bon, faut que j'aille vite. Bon, oui, excusez-moi si je suis un petit peu long là-dessus, mais je crois que c'est quand même essentiel pour comprendre la suite. Bon, on va arriver un petit peu plus vite. Donc, de cette puissance financière, il manquait la puissance militaire aux États-Unis. Cette puissance militaire s'est acquise un tout petit peu pendant la fin de la guerre de 14 et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, vraiment, l'industrie américaine, l'industrie et la finance, parce que les deux sont intimement mêlés, ont porté les États-Unis à l'hégémonie sur le reste du monde. Cette hégémonie, pour qu'elle soit complète, devait s'accompagner au niveau de la monnaie, et bien d'une prise de contrôle de la monnaie qui allait servir aux échanges internationaux. C'est donc en juillet 1944 qu'une réunion très importante entre banquiers s'est réunie. Alors pour la forme,
il y avait une quarantaine de pays réunis, mais dans la réalité, seuls 2 ont eu voix au chapitre. Il y a eu les Américains,